Eh, on aimerait bien que ça compte pas. Et pourtant... Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du... Si on vous demande ce qui est le plus important entre le fond et la forme, vous répondrez probablement que c'est le fond. Et dans l'abstrait, vous avez raison. Mais dans le concret, l'image compte. Si vous êtes en responsabilité, vous êtes amené à prendre la parole dans des contextes où il y a de la contradiction. Et si vous pensez que le simple fait d'avoir de bons arguments va suffire, vous n'êtes tout simplement pas équipé pour affronter ce qui va vous tomber sur le nez. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous préparer. Et pour ça, les débats politiques sont des masterclass, parce que les hommes et les femmes politiques non seulement travaillent leur vision de la société et les moyens de la mettre en œuvre, mais ils travaillent également, avec plus ou moins de succès, l'art de la communication. En la matière, voilà 3 leçons du débat qui a eu lieu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 3 leçons qui, si vous les appliquez, vous permettront d'aborder plus sereinement vos prochaines interventions publiques. Notre société a changé au cours des dernières décennies et il se trouve que les débats présidentiels sont un cas d'école. Cette infographie de France Info nous montre la circulation de la parole entre les candidats dans les débats d'entre-deux tours depuis l'élection présidentielle de 1974. Lorsque le trait est à l'horizontale, c'est que l'un des deux candidats a la parole et la garde. Chaque segment vertical indique quant à lui un changement d'interlocuteur. Et la tendance qu'on observe sur les débats de ces 40 dernières années, c'est que les échanges entre les candidats sont devenus beaucoup plus courts, beaucoup plus vifs, beaucoup plus rythmés. D'un côté, ça donne des débats moins soporifiques, mais de l'autre, on perd en profondeur parce que les candidats s'interrompent sans arrêt et ne peuvent donc pas dérouler leurs pensées jusqu'au bout. Alors, on peut le regretter et se morfondre dans son canapé en se disant que franchement, c'était mieux avant, ou alors on peut aussi prendre bonne note de ce nouveau paradigme et considérer pour nous-mêmes que dans une société qui fait la part belle à l'image, fond et forme sont d'une importance capitale pour faire passer un message. Parce que la forme sans le fond, c'est une coquille vide, mais le fond sans la forme, c'est comme un trésor qu'on laisserait hors de portée de l'auditoire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir d'intéressant de ce match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Premièrement, si tu veux la paix, prépare la paix. Emmanuel Macron et Marine Le Pen savaient chacun de leur côté que les coups pouvaient pleuvoir. Et ça a plu. Bon, de mon point de vue, ça a plutôt pluviné, mais enfin quand même, on a eu quelques séquences. Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Moi, je peux rappeler une chose, c'est qu'en réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous aurez attendu les crises. C'est-à-dire qu'il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Il a fallu la crise sanitaire pour s'apercevoir que le personnel soignant était dans une souffrance absolument inouïe depuis des années. Vous n'avez pas fait preuve d'ailleurs de beaucoup d'empathie à son égard, parce que quand vous avez licencié 15 000 soignants sans salaire, du jour au lendemain, parce que vous refusiez qu'ils puissent se tester avant de venir travailler et que vous vouliez à tout prix qu'ils soient vaccinés, c'était pas bien. Quand vous vous préparez à une intervention, vous savez qu'il y a des sujets sur lesquels on peut venir vous chatouiller. Préparez-les. Dans la mesure du possible, ne vous laissez pas surprendre. Vous avez le choix pour répondre. Je vous présente 2 possibilités que j'ai repérées dans ce débat, mais vous en trouverez d'autres dans cette vidéo. Première manière de répondre, vous pouvez désarmer l'adversaire. Au tout début du débat, Marine Le Pen va expliquer que Emmanuel Macron a beau se satisfaire de l'augmentation du pouvoir d'achat des Français, son expérience de terrain à elle montre que leurs difficultés financières ont en fait augmenté. Et voici la réponse d'Emmanuel Macron. D'abord, Madame Le Pen a raison de dire que les chiffres, en effet, qui ne sont pas les miens, qui sont ceux des organismes indépendants, de l'INSEE et autres, établissent très bien que sous ce quinquennat, le pouvoir d'achat, en particulier de tous les Français, mais des Françaises et des Français qui y travaillent et qui sont les classes moyennes et populaires, a augmenté. Mais les chiffres en moyenne ne viennent pas aider à finir le mois quand la vie devient plus chère, comme depuis plusieurs mois. Et donc c'est une réalité. Et je partage totalement ce que vous avez dit. J'ai
les mêmes retours de mes déplacements sur le terrain. J'en ai fait plus de 600 durant les 5 années qui viennent de s'écouler. De colère, de caddies qu'on n'arrive plus à remplir, de fins de mois difficiles. Loin de se défendre face à sa contradictrice, Emmanuel Macron abonde au contraire dans son sens. Je partage totalement ce que vous avez dit, j'ai les mêmes retours sur le terrain. Alors évidemment, il enchaîne avec le fait que ses propositions à lui pour régler ce problème sont meilleures que celles de son adversaire, mais en attendant, il lui retire des mains l'arme dont elle pensait pouvoir se servir. Abondez dans le sens de votre contradicteur et vous lui coupez l'herbe sous le pied. Deuxième manière de répondre, préparer des données factuelles. Au cours du débat, Emmanuel Macron va rappeler qu'au Parlement européen, le Rassemblement national a voté contre les sanctions additionnelles visant la Russie, contre l'aide à l'Ukraine, que Marine Le Pen elle-même a reconnu en 2014 l'annexion de la Crimée par les Russes, et tout ça pourquoi, selon Emmanuel Macron bien sûr, parce qu'elle a contracté un emprunt auprès d'une banque russe proche du pouvoir, se plaçant ainsi sous la coupe du Kremlin. À cela, Marine Le Pen répond quant à elle par une autre donnée factuelle, à fort potentiel de détournement sur Internet d'ailleurs. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position, c'est la même. C'était la même en Irak en 2003, c'est la même pour l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine sans la Crimée, Madame Le Pen. Dès ce moment-là. Non, mais pardon. D'accord, nous allons y venir, Monsieur Macron. Nous allons y venir. Pour ce qui est de l'emprunt, elle ajoutera que son remboursement se fait sous le contrôle strict de la Commission des comptes de campagne. Donc, résumons-nous. En cas de contradiction, vous pouvez ou bien désarmer l'adversaire en allant dans son sens, tout en indiquant que c'est vous, évidemment, qui avez les meilleures solutions pour régler le problème, ou bien présenter des données factuelles qui viennent appuyer vos propos. Ça, c'était pour le fond. Maintenant, on s'attaque à la forme. Les faits, c'est bien, mais les faits, c'est froid. Nous avons non seulement besoin d'être convaincus, et c'est à ça que servent les faits, c'est à ça que sert l'argumentation rationnelle, mais on a aussi besoin d'être mis en mouvement. Qu'est-ce qui va nous faire passer de « Oh, bah c'est intéressant ce que dit cette personne » à « Je glisse un bulletin dans l'urne à son nom ». En fait, il faut bien comprendre que notre prise de décision est bien moins rationnelle que nous l'aimerions. Ceci parce que notre rationalité est pondérée par nos émotions. Et si vous avez d'un côté un personnage implacable dans sa démonstration, mais monstre froid dans sa communication, et de l'autre un personnage moins rigoureux intellectuellement, mais au cœur chaleureux et bienveillant, il est bien possible que ça fasse la différence dans l'isoloir. Nos deux candidats le savent et sont donc allés chercher notre corde sensible. Marine Le Pen, vous allez pouvoir répondre aux deux questions. D'abord, comment on fait pour revenir parmi les premiers dans les classements internationaux, pour arrêter ce décrochage de nos élèves, et ensuite, si vous le souhaitez, dire si vous augmenterez ou pas les enseignants si vous êtes élu président. Je vais vous répondre, mais d'abord pour vous dire que la jeunesse française a tellement souffert dans les 2 dernières années et demie, privés de liens sociaux, privés de leur famille bien souvent, privés de leur petit boulot, donc jetés dans la précarité, développant des problèmes psychologiques pour certains lourds, parce qu'ils ont très mal vécu évidemment la crise sanitaire. On a des millions de nos compatriotes dont la religion est l'islam. Je l'ai dit au début de mon propos. Oui, mais ils veulent vivre très tranquillement. Je l'ai dit au début. Et ils veulent pouvoir... Latifa Ben Laden, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste, que nous voyons tous avec émotion, avec son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard après que... Mais c'est ça ce que vous proposez, Madame Le Pen. C'est ça ce que vous proposez, de manière très concrète. Ne négligez pas le pouvoir de l'émotion. Valéry Giscard d'Estaing, lors de son débat contre François Mitterrand, en avait bien compris l'enjeu et sa saillie est désormais passée à la postérité. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous sommes des êtres de chair et de sang, pas des machines. Il faut effectivement que votre public comprenne que votre adversaire n'a pas le monopole du cœur. Pour ça, il va falloir montrer le vôtre, et ce d'autant plus qu'un autre danger vous guette.
L'une des grandes tâches d'Emmanuel Macron lors de ce débat a clairement été d'essayer de démontrer l'incompétence de Marine Le Pen et de se présenter lui-même comme compétent sur les sujets abordés. Parfois, ça lui a plutôt bien réussi. La laïcité, ça n'est pas combattre une religion. Et donc avec moi, il n'y aura pas d'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Parce que le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. Vous n'avez pas lu ma loi. Non, mais j'ai lu la Constitution française, vous m'excuserez de cela. D'autres fois, c'était plus compliqué. Je crois que vous voulez en mettre partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, parce qu'il ne faut quand même pas non plus Madame Le Pen. pousser. Mais je tiens à vous dire, et à dire à ceux qui nous écoutent, que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. Mais, bon. vous rigolez. Sur le fond, vous avez besoin de montrer que vous êtes compétent. Sur la forme, vous avez même besoin de montrer que vous êtes plus compétent que votre contradicteur. Sur le fond, cela implique, si possible, évidemment, que vous soyez vraiment compétent. Sur la forme, ça implique d'essayer d'être plus factuel, plus précis, plus clair que votre contradicteur. Monsieur Macron, toute la difficulté consiste à surplomber les échanges sans paraître hautain. Parce que, encore une fois, les gens n'ont pas seulement besoin de savoir que vous avez la tête bien pleine, il faut aussi qu'ils sachent que vous avez un cœur. Et donc, il faut maîtriser sans mépriser. Répondre à un contradicteur demande d'avoir un maximum de recul. En réalité, ça ne s'improvise pas. Se préparer en amont en travaillant ses arguments, en apprenant à manier les émotions, en trouvant la bonne tonalité pour surplomber les échanges sans paraître méprisant, voilà le secret bien gardé de ceux qui ont de la répartie et du répondant. Si tu ne veux pas être à la peine comme Marine, si tu ne veux pas être hautain comme Clémentine, travaille le fond, travaille la forme, et si d'aventure tu t'es laissé décontenancer, surprendre, malmener, ne te morfonds pas dans ton canapé, profites-en pour te former. Je te raconte ici le jour où, en fin de culte, quelqu'un est venu me chatouiller. La leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à argumenter.